Bernard Tapie, en venant prendre Alain Giresse, il déclare la guerre à Claude Bèze. Gigi, il aura tout fait au club. Il aura été l'enfant du pays. Et puis, il aura été, malgré lui, le déclencheur du renversement de Claude Bèze. Il y a eu une histoire politique aussi, avec le maire de Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas, qui avait eu aussi des ambitions fortes pour être au gouvernement, qui fait que le club est tombé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des légendes. On se retrouve pour la deuxième partie de notre épisode avec Jean-Christophe Touvenel. On va parler des grandes campagnes des Girondins de Bordeaux, toujours des Jeux Olympiques. On va parler de son passage au Havre, de la rivalité Marseille-Bordeaux qui avait animé les années 80 et le début des années 90. C'est parti. Les images qui te restent de cette finale, c'est l'après-match où vous êtes une sorte de communion sur la pelouse? C'est avec les copains, et on est ensemble, on est sur le podium. Moi, je me souviens, le sourire jusque-là, où tu te dis, tu viens de nulle part. Enfin, on sait d'où on vient, mais c'était la première apparition du football professionnel véritablement dans l'olympisme, puisque au départ, l'olympisme, c'est censé être non professionnel. Donc, c'est vraiment le début où on a dit on ouvre les portes à un sport professionnel, même si en 76, ça existait déjà, puisqu'il y a eu Michel Platini, il y a eu Paco Rubio, il y a eu beaucoup de... Larquet, il y avait aussi Olivier Rouillet. Ouais. Mais bon, véritablement, ça a commencé là. Et donc, on s'est dit, putain, on fait un truc que peut-être ça ne se refera pas. La preuve en est, ouais. Tout le monde bataille et tout le monde veut cette médaille d'or. Même les plus grands joueurs, on va dire Mbappé, tous, ils se sont dit, nous, on a envie d'avoir la médaille d'or parce que la médaille d'or, c'est champion olympique. Et donc, on était sur un nuage. Et donc, on est tous rattrapés quand on revient dans la réalité. Et une semaine après, on rentre tous en urgence, etc., chacun dans nos clubs. Et puis, on est rattrapé par le quotidien. On revient. Moi, quand je suis rentré, Aimé m'a dit félicitations. On félicite le champion olympique. On boit un coup pour lui. Bon, maintenant, demain, entraînement à 7h. On part en stage et on compte sur toi. Maintenant, c'est terminé. Quand on rentre chacun respectivement dans son club, tu es obligé d'être de nouveau au niveau, parce que si tu n'es pas au niveau, on te met sur le banc et tu disparais. Et surtout à Bordeaux où la concurrence était dingue. Voilà. Mais dans à Nantes, c'était pareil. Ceux qui étaient à Monaco, c'était pareil. Ton plaisir, il est de courte durée. Il est le temps d'un sourire, le temps d'une bière que tu partages avec ton pote et que tu chantes, etc. toute la nuit. Le lendemain, ping, t'es reparti. Et c'est ce qui s'est passé. Daniel Gérard nous racontait la même chose, qu'il a à peine eu le temps de fêter sa victoire. On a fait la soirée ensemble. Je me souviens, on rigolait. Enfin bon, on a bu 2-3 coups ensemble. Et de suite, je crois que c'est le surlendemain ou le lendemain soir, on prend l'avion, on rentre. Je suis rentré à Bordeaux, ils étaient en stage. Je crois que je suis parti en stage avec eux. Et le lendemain, et ce que je raconte, c'est la vérité. Aimé Jacquet, il vient me voir, il me tape sur l'épaule, il me dit super, c'était super, magnifique. Allez, tu m'enlèves cette médaille. Montre-moi la médaille. Tiens, je te montre. Mais la médaille, elle est super, elle est jolie, elle est magnifique. Oui, bon. Demain, rendez-vous à 9h. Par contre, tu es là, distribution des équipements. Et puis, il faut que tu sois là parce que là, on a le championnat qui débute. Ouais, la parenthèse enchantée. Hop, il s'arrête. Voilà. Et puis maintenant, on repart au turbin, là. Ouais. Oui, enfin, c'était pas le turbin, mais c'est ça. Ah oui, un haut turf fait ça. On te dit, toi, tu reviens, t'es euphorique. Tout le monde va t'accueillir les bras ouverts. Et puis tu rentres comme ça dans le vestiaire. Oui, là, tout le monde te regarde. Magnifique, ta médaille, elle est super. Bon, écoute,
Ouais, la Coupe des Alpes ou le champion olympique, il a du traitement. Hein. Voilà. Mais bon, ça fait partie du truc. On s'en tape. C'est pas un problème. Voilà. Donc voilà. Et elle est où ta médaille? Alors j'ai ma petite fille qui a mis un droit de préemption dessus, et donc c'est elle qui veut absolument la récupérer, et je la soupçonne de me faire du charme pour la récupérer, cette médaille. Et donc elle est là. Bon, il n'y a pas de. Mais tu l'affiches ou elle est dans un tiroir, Non. elle est dans un cadre? Non, oui, elle est un endroit où j'ai mis sous verre D'accord. le diplôme, le certificat comme quoi, voilà, signé par Avlan, je crois que c'était lui, le président du CIO. Et donc, j'ai les médailles. Alors après, j'ai les médailles, puis tout ce qu'il y a à côté. Enfin, puisque bon, j'ai quand même gagné 2-3 trucs. Ouais. Et ce qui fait que des médailles, des coupes, j'en ai quelques-unes. C'est laquelle t'as préférée? Alors, dans toutes, il y en a une qui a une coloration particulière. C'est en 1977, j'ai été rookie de l'année en Suisse. Et ils ne l'ont jamais donné à un étranger, jamais donné à un Français. Ça marque un peu le début d'une épopée également, d'une épopée. Et donc, qui fait que celle-là, elle a une coloration particulière, elle a un goût particulier. Après, ce qui est gagné en club, c'est extraordinaire. Au-delà de toutes les médailles et de tout ce qu'il y a, moi je retiens plus le parcours, et je dis well done, guy. T'as fait le taf. T'as fait ce qu'il fallait. Et puis même s'il y en a qui ont pas eu la même vision que toi, ce que t'as fait, tu l'as bien fait, c'est bien. Par rapport à ces Jeux Olympiques, j'ai l'impression que, et c'est d'autant plus flagrant, je pense, avec le passage des années, que cette génération de 84 a pas eu le crédit qu'elle aurait dû avoir. Cette génération des JO. Alors peut-être c'était parce qu'elle était éclipsée par l'Euro 84, mais on se rend compte, et j'ai l'impression, plus nous on parle aux anciens de Los Angeles 84, que les instances, ou peut-être même le grand public, je sais pas, n'est pas vraiment apprécié à sa juste valeur la teneur de cet exploit. Est-ce que toi tu partages cette t'as l'air plutôt relax, je pense, donc peut-être pas, mais j'ai l'impression quand même que votre génération n'est peut-être pas toi, mais dans l'ensemble est un peu, il y a une certaine déception, on va dire. Oui, peut-être, mais je pense que il doit y avoir aucune déception, parce que ce qu'on a vécu, ce qui est important, c'est ce qu'on a vécu. Ce qui est important, c'est ce qu'on a fait. Ce que les autres pensent, c'est accessoire. Il y en a d'autres qui ont fait ci, il y en a d'autres qui ont fait ça, lui il a fait ci, l'autre il a. Mais l'histoire, elle retient que le résultat. Le résultat, c'est quoi? Pour nous, je sors la médaille, elle n'est pas là, hein. Je sors la médaille, je monte la médaille, et ma petite fille, elle m'a dit, est-ce que la médaille, je pourrais la montrer à mon école, à mes copains d'école? Et elle a pris la médaille, elle l'a montrée à tous ses copains. Et ses copains, ils ont tous regardé, ils avaient jamais vu de médaille d'or, et tout le monde regardait avec des yeux comme ça. Alors elle a bombé le torse. Ouais. Elle a dit, c'est mon papy. C'est vrai. Mais au-delà de ça, les enfants, ils avaient des yeux comme ça, et ils étaient émerveillés par ce que ça représente quelque chose. Juste avant les Jeux, il y a eu un événement au parc Lescure. Les 100 ans du parc Lescure, je crois, hein, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et les organisateurs m'ont invité. Et il y avait 2 autres médaillés, d'autres générations. Un beaucoup plus vieux, un petit peu moins vieux, et puis moi, qui était le moins vieux des plus vieux. Mais j'étais là. Et là, tous les gens dans la salle, je suis venu avec la médaille. Et j'ai posé la question, j'ai dit, mais est-ce que vous avez déjà vu une médaille d'or? Alors tout le monde, ah non, incroyable, une médaille d'or, c'est vraiment un truc. Vous avez la médaille d'or? Je dis oui, j'ai la médaille d'or. Alors j'avais la médaille,
il y a je sais pas comment est-ce qu'on appelle. Le bandeau ou le bracelet, le collier. Voilà. Ouais. Et il y avait un petit pins, les 5 cercles qui représentent les 5 continents, tout en or. Et j'ai donné la médaille d'or à la première personne qui était à côté de moi, qui l'a fait passer. Il devait y avoir 250 personnes dans la salle. Aux 250 personnes, il y avait de tout. Il y avait des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux, des noirs, des blancs, des rouges, des verts, de toutes les origines, de toutes les colorations, il y avait peut-être des trotskistes aussi dans le lot, peut-être. Ou d'anciens trotskistes, en tout cas. Voilà, d'anciens trotskistes. Et on a parlé et tout le monde s'est pris en photo avec cette médaille. Ah, génial. Et à la fin, j'ai dit, en rigolant, par contre, si vous oubliez pas de me rendre la médaille, parce que j'ai encore des beaux restes, je suis capable, s'il y en a un qui part en courant, de le rattraper en courant. Et on m'a rendu la médaille avec le petit pins. Ah oui. Personne n'avait volé le petit. Il y avait de tout dans la salle. Ben, je crois que l'histoire, ça c'est plus joli à se souvenir que ce que pensaient que les instances du foot ont pensé ce qu'ils pensent de la médaille ou ce qu'ils pensent pas de la médaille. Moi personnellement, ça me passe au-dessus de la tête et qu'ils aillent tous se faire boire. D'accord. Alors, juste, mon père est un ancien trotskiste aussi. Est-ce que tu connais cette blague? Qu'est-ce qui se passe quand 2 trotskistes se rencontrent? Aucune idée. Ils font une scission. Ben oui. Alors je dis pas la morale de l'histoire, c'est ce qui est important, c'est ce qu'on a vécu. Ce qui est important, c'est le parcours qu'on a eu chacun individuellement et qui est un parcours difficile pour chacun, qui est entrecoupé de belles choses, de choses un peu moins. Mais ça, peu importe, parce que ce qu'on se souvient, c'est de l'impact qu'on peut avoir sur des gens comme ma petite fille qui a des yeux comme ça quand elle a vu la médaille d'or, et quand tous les gens de sa classe ont vu la médaille d'or, eh bien le rayon de soleil qui est sorti de leurs yeux, eh bien m'a comblé de joie, et qui fait que tout ce que les autres ils peuvent penser, même si on aurait pu avoir, mais si ma grand-mère elle en avait vu, elle se serait appelée mon grand-père. Voilà. Ça on l'aura jamais vu. En tout cas, pour toute notre génération, les JO, c'était, je sais pas si Guillaume s'en souvient, c'était en dernière page de l'album Panini. Ils avaient rajouté à la va-vite la photo des médaillés de Los Angeles 84. Et ça, on ne nous l'enlèvera jamais. On sera peut-être dans 10 ans, je serai peut-être mort, peu importe, mais l'histoire, elle retiendra. On regardera, mais les jeux, il y aura les jeux de Los Angeles, et puis après, je crois qu'ils vont en Australie. Eh bien, on se souviendra, on dira, attends, en football, le football qu'il y avait, oh mon Dieu, ben oui, ils y étaient. Et comme en club, pareil, aux Girondins de Bordeaux, eh bien, on se souviendra des titres de champion, on se souviendra de ci, de là, voilà. Le restant. Ouais, mais tu crois pas, Jean-Christophe, que là, les prochains Olympiques, c'est Los Angeles? Oui. Et qu'il va pas y avoir au contraire une sorte de hype sur l'équipe de France championne olympique de 84 à Los Angeles, pratiquement 44 ans plus tard. Ouais, essaye de te maintenir un peu en santé, parce qu'à mon avis, il va y avoir mais là, je te rassure de suite, je fais du vélo tous les jours et au taquet, donc j'ai pour le moment, je pense que tu es en meilleure forme que nous. Hein. Bon, Guillaume, c'est pas dur parce qu'il se lève jamais de son bureau. Je suis pas présomptueux. J'ai mon âge et je touche du bois. Je fais tout ce qu'il faut pour que les choses fonctionnent correctement. Et donc, j'espère qu'à Los Angeles, il va y avoir
Et ça, c'est l'esprit de compétition. Et c'est l'esprit des jeux, c'est l'esprit du sport de haut niveau pour essayer de faire tomber ce record. C'est-à-dire, il y a une seule équipe qui est championne olympique. On va dire, on a été les premiers à être champions olympiques. En équipe, je crois, en équipe collective. Ouais, c'est vrai, exactement. Ouais, c'est ça. Absolument. Il n'y avait pas eu de volley, il n'y avait pas eu de hand, il n'y avait pas eu de foot, rien. Et j'espère qu'il va y avoir des footballeurs comme Mbappé qui vont avoir la moelle, dire mais il y a une équipe qui a été championne olympique, mais on doit le faire tomber le record. Nous, on va être champion olympique. Et pourquoi ils le font? Pour, sur leur CV, ils puissent mettre je suis champion du monde, je suis champion d'Europe et je suis champion olympique. Et moi, je dirais, d'abord, je suis champion olympique, je suis champion du monde et je suis champion d'Europe. Voilà. C'est ça. C'est noté. On va commencer à faire notre lobbying auprès des instances. On a déjà fait du lobbying auprès du président de la République pour que Manuel Amoros ait la Légion d'honneur. J'ai reçu une réponse du secrétaire de l'Élysée, mais on n'a pas encore eu de confirmation qu'il allait avoir sa Légion d'honneur, mais on va commencer notre campagne. Mais tu sais que nous, comme le sentiment que tu as eu, qu'est-ce qui anime cette équipe olympique? Quelque part en ayant un peu en se disant, on n'est pas reconnu, en tout cas, l'exploit que l'on a fait n'est pas reconnu à la hauteur de l'exploit par lui-même. Bah oui, c'est un exploit, ouais. Mais c'est un exploit, c'est clair. Surtout en ayant battu l'Espagne, la Belgique était très très forte, l'Allemagne de l'Ouest, tu vas éliminer la Yougoslavie, t'élimines le Brésil. Et la Yougoslavie, qui avait la majorité de ses joueurs, avait joué à l'Euro 84. Donc c'était même pas ils n'avaient pas envoyé les juniors. Mais bien sûr. Donc quand tu vois ça, tu te dis mais mon Dieu, ça mérite quand même. On a demandé par le biais de la fédération s'il y avait une possibilité d'avoir la médaille pas la médaille du mérite, mais la Légion d'honneur. La Légion d'honneur. Ah bah tu sais quoi, je vais réutiliser la lettre que j'ai envoyée pour Amoros pour l'équipe de France olympique. C'est parti. Même si moi, sur le fond, je pense que la Légion d'honneur n'est pas pour nous. Même si ils ont changé un peu la formulation en disant que ne peut avoir la Légion d'honneur que celui qui a mis en évidence la France, également. Voilà. Donc nous, on peut dire qu'on a mis en évidence la France, mais par rapport à un résistant qui a 100 ans et à qui on donne la Légion d'honneur, qui a attendu 60 ans pour avoir la Légion d'honneur, bon, nous, on peut attendre encore 20 ans pour l'avoir. Et peut-être qu'on l'aura, cette médaille d'honneur, cette Légion d'honneur. Bah écoute, quand tu vois à qui il la donne, je pense que vous avez vraiment... Là, je ne sais pas. Moi, je te laisse libre de ta... Je sais pas à qui ils l'ont donné. Enfin, voilà. Alors, pour revenir un peu sur Bordeaux, après cette parenthèse enchantée, donc, enfin, tu as connu toutes les heures de gloire de Bordeaux, de cette période des années 80. Mais tu connais aussi la fin un peu particulière de Bordeaux, une première fin difficile de Bordeaux en 90-91, et la relégation. C'est une période très bizarre, cette saison, cette fin de saison. Est-ce que tu peux nous expliquer ton point de vue, ce qui s'est passé dans cette dernière année où tu joues à Bordeaux? Je dirais que ça débute en 87-88 quand on fait le doublé et qu'on est on perd en demi-finale. Tapie est arrivé et Bernard Tapie qui est un homme ambitieux et avec une ambition même aveugle parfois, il a déclaré la guerre à Claude Bèze et ils se sont déclaré la guerre. Parce que c'est comme ça que ça part. C'est-à-dire que Bernard Tapie, en venant prendre Alain Giresse, il déclare la guerre à Claude Bèze. Et il prend Alain Giresse en partie aussi pour ça.
pas que pour ça, parce que j'irai pas jusque-là. Parce que Giresse, c'est quand même Alain Giresse, c'est probablement un des meilleurs joueurs en France qu'il y ait eu, et à cette époque-là peut-être également en Europe, ça c'est clair. Mais quand il vient prendre Alain Giresse, il déclare la guerre officiellement à Claude Bèze. Et Claude Bèze, c'est un homme de la terre, c'est un homme pour qui la parole donnée a de l'importance. C'est-à-dire que tu fais pas un deal avec lui. Et d'ailleurs, quand il signait des prolongations de contrat aux joueurs, moi le premier, parce que j'en ai signé quelques-unes des prolongations de contrat, tu allais le voir, tu discutais avec lui, et puis il te disait, bon, tu veux combien? Ça, voilà. Enfin bon, ben voilà. Et il te serrait la main. Tu signais jamais ta prolongation de contrat immédiatement après. Il te laissait 2 mois, le temps que les choses fassent leur chemin. Mais tu étais payé comme la prolongation avait été prévue. Et 2 mois ou 3 mois après, il te faisait signer le contrat, etc. Il voulait juste savoir si il pouvait compter sur toi ou pas. Et t'en as qui sont partis, il y en a qui sont restés. Et que la parole donnée, c'est pas parce qu'il y a derrière quelqu'un qui vient et qui donne un contrat meilleur que tu renies ta parole. C'était ça son idée. Et son principe de vie, il était comme ça. Donc quand il va chercher, Tapi va chercher Gigi, saison 86, il décide que la guerre, elle est ouverte avec Bernard Tapie. Voilà. Et donc tout part de là. Et Bernard Tapie, qui avait des ambitions fortes pour être maire de Marseille, très très proche de François Mitterrand, et très proche du ministre qui était le ministre des Finances de l'époque, qui était, je pense qu'il devait être trotskiste, lui. Par contre, décidément, ils sont partout. Il avait Charras. Bretel. Oui, Charras. Charras. Voilà, Charras. Et donc, Charras a décidé, et en fait, Charras, le bras articulé de François Mitterrand, poussé par Bernard Tapie, ils ont décidé de créer un incident plus que diplomatique, puisque la guerre a été déclarée. Et là, tous les coups bas ont eu lieu, tous, sans exception. Voilà. Donc, je pense que c'est là le point de départ, c'est Gigi, en fait. Gigi, il aura tout fait au club. Il aura été l'enfant du pays. Et puis, il aura été malgré lui le déclencheur du renversement de Claude Bèze, renversement parce qu'après il y a eu un problème avec aussi le maire de Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas, qui avait eu aussi des ambitions fortes pour être au gouvernement. Enfin bon, il y a eu une histoire politique aussi, ouais. Et donc qui fait que le club est tombé. C'est ça. Alors, juste pour expliquer à nos auditeurs qui se rendent peut-être pas très compte, c'est qu'à l'époque, les clubs étaient quand même énormément subventionnés par les municipalités. Il y avait une enveloppe qui était destinée aux clubs et les clubs ne pouvaient pas fonctionner sans les subventions qu'elles recevaient des différentes mairies. Parce que en 84, parce que on va dire l'origine du problème, c'est 84, Canal+ est créé et Claude Bèze, fort de l'impact de son club, il décide de mettre la pression sur la télévision en mettant en concurrence les télévisions pour les retransmissions télévision. Ouais. Bah, je me souviens et que certains matchs, à mon grand désespoir, il y a certains matchs que j'ai pas pu regarder parce que je n'avais pas Canal+, notamment Exactement. La demi-finale contre le Locomotive. Exactement. Et donc ça part de là également. Les clubs, en fait, Jacques Chaban-Delmas avait comme ambition, parce que il adorait le sport, c'était un tennisman extraordinaire, il avait comme ambition de faire de la ville de Bordeaux une place forte. Mais pas qu'une place forte
politiquement, mais il voulait en faire une place forte sportivement pour qu'il y ait des répercussions politiques et que lui, il avait des ambitions aussi politiques pour rentrer au gouvernement ou en tout cas peut-être devenir Premier ministre et peut-être président de la République. Ouais, en gros, il voulait faire ce que Berlusconi a fait. En quelque sorte, c'est ça. Un peu avant. Et donc, quand Bernard Tapie est rentré dans le foot parce qu'il a compris que le foot était plus porteur que le vélo, il a décidé de faire un certain nombre de choses, de mettre en place une stratégie pour essayer de faire venir les meilleurs joueurs chez lui. Et en 86, moi, j'ai été approché pour aller aussi à Marseille. Pas que j'étais le meilleur joueur, mais qu'ils ont dû se dire, ils pourraient apporter aussi. Et puis, la politique de Tapie, c'était essayer de démunir le meilleur club pour essayer de renforcer son club à lui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu beaucoup de joueurs de Bordeaux qui sont partis jouer à Marseille. Sauf que moi, non. Et pourquoi? C'est une question de fidélité ou c'est une question de il te proposait pas assez d'argent? Non, c'est rien à voir avec l'argent. Parce que rien à voir. Parce que j'avais donné ma parole et ma parole, je ne l'enlève pas. Voilà. J'avais dit à Claude Bèze et on s'était serré la main. J'étais en discussion pour prolonger. Je lui ai serré la main. Je lui ai dit, y a pas de problème. J'ai signé 5 ans d'ailleurs à cette époque-là. Et donc, j'ai décidé de rester. Donc, pour expliquer le contexte, Bernard Tapie, lui, il a tout fait pour détruire Claude Bèze. Indirectement, ça arrangeait François Mitterrand parce que ça permettait de détruire Jacques Chaban-Delmas et aussi également peut-être un concurrent pour politique, quelqu'un qui avait parce que Jacques Chaban-Delmas a été un très grand résistant et donc certainement peut-être un résistant plus impliqué que ne l'avait été François Mitterrand. Et donc, ce qui explique. Ouais, il n'était pas vichyste comme Mitterrand. J'ai pas dit ça. Ouais. Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est moi qui le dis. Oui, ça c'est toi, mais pas moi. Je dis juste que il était et pour Jacques Chaban-Delmas, la parole aussi avait une importance. Donc, je pense que quand Tapie est arrivé un peu comme la boule au milieu du jeu de quilles, il a essayé de faire de la place de partout, il a bousculé tout le monde, il a aboyé sur tout le monde, et puis, comme il a vu que parfois ça fonctionnait pas, eh bien, il a passé à la vitesse supérieure, et puis il a demandé aux instances politiques qui étaient en place à l'époque de l'aider pour peut-être aller voir dans les comptes du club si jamais il n'y avait pas des malversations possibles qui permettaient au club de faire venir les meilleurs joueurs français. Voilà. Et donc, le club explose à un moment donné à cause de ça, en partie à cause de ça, pour des raisons qu'on a décrites. Et là, tu es obligé de partir quelque part au Havre. Et là, à la fin en 90-91, les repreneurs du club, Jean-Didier Lange, viennent me voir et me disent « Il te reste encore 2 ans de contrat, le club est en redressement. » C'est pour ça que ce qui s'est passé au club, ça me parle un peu. Parce que tu as vécu la même chose. Exactement. Le club est en redressement. Est-ce que tu serais d'accord pour casser ton contrat et on rediscute après, parce que j'avais un salaire qui correspondait à mon statut de l'époque. J'ai dit à Jean-Didier Lange, donne-moi le papier. J'ai signé ma rupture de contrat et j'ai dit, maintenant, vous faites comme vous pensez que vous devez faire. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Si vous n'avez pas besoin de moi, je m'en irai. Il n'y a aucun problème. Et Jean-Didier Lange m'a dit, laisse-nous le temps de nous organiser. Je reviens vers toi pour qu'on rediscute. Parce que des gens comme toi, tu représentes quand même le club, tu as quand même, on va dire, une histoire passée, tu as un présent, mais on pense que tu peux peut-être avoir un avenir avec nous si on arrive à reprendre le club. À l'arrivée
Donc le club a été rétrogradé. Jean-Didier Lange a repris le club en tant que juriste avec l'apport d'un investisseur national et il me propose 3 ans de contrat en me disant voilà, ce qu'on pouvait pas te proposer, on essaie de l'étaler sur 3 ans ou sur et puis après on verra. Et je leur ai dit écoutez, oui ça m'intéresse beaucoup. Qui sera entraîneur l'année prochaine? Et ils me disent Gernot Rohr, Ton ancien coéquipier. mon ancien coéquipier. Et je leur ai dit, écoutez, j'ai pas de, moi personnellement, je n'ai pas d'atome crochu avec Gernot Rohr. C'est-à-dire, professionnellement, on est dans le même club, on joue ensemble, je suis professionnel, je défends les cuissons, je défends le maillot, vous pouvez compter sur moi 100%. Par contre, vous mettez Gernot Rohr entraîneur, on n'a pas du tout la même vision des choses, c'est non. Alors, je vous demande pas de virer Gernot, ça c'est votre problème, c'est pas du tout mon problème, mais moi, c'est non. Et donc, ils m'ont demandé de réfléchir. 2 jours après, je les ai rappelés, je leur ai dit, écoutez, moi, ma position, elle est toujours, et j'avais rien, hein, j'avais aucun club, hein. Bon, mais je savais que j'allais peut-être avoir voilà. Et donc je leur ai dit, moi ma position elle est claire. Si c'est pas Gernot entraîneur, vous pouvez compter sur moi, je serai là. Je signerai 3 ans et je ferai tout ce qu'il faut pour le club remonte. Par contre, si c'est lui, je veux pas être un frein du tout, donc j'irai jouer ailleurs. D'accord. Et là, ils m'ont dit bon écoute, on a fait le tour, on pense qu'on va prendre. Je lui ai dit écoutez, merci beaucoup. On s'est serré la main et puis chacun navigue de son côté. Il y a aucun problème. Mais là, tu pars tout nu, quoi. Ah oui, j'ai rien, ouais. Et là, bon après moi, à ce moment-là, j'avais Dominique Rocheteau comme agent et Dominique m'appelle et il me dit premier club que j'ai, est-ce que ça t'intéresse? C'est Le Havre. Et je lui dis, j'adore la Normandie, ce qui est vrai. Je lui dis, j'adore, d'accord, mais j'aimerais vivre au bord de la mer. Eh bien, tu peux avancer, aucun problème, tu discutes avec eux, tu reviens vers moi. Et après, j'ai eu en même temps des clubs, j'ai eu Metz, il y avait Nice qui s'intéressait, je crois de mémoire, il y a eu Reims également. Bon, il y a eu 4-5 clubs. Et puis, il y avait Nîmes également, à un moment donné, qui pouvait y avoir parce que René Girard était parti là-bas. Et puis après, j'ai dit, discute, on est tombé d'accord, j'ai signé, terminé. Voilà, comme ça, c'est terminé. Et alors, comment ça s'est passé cette saison au Havre? J'ai joué 2 ans au Havre. Oui. On a fini 7e la première année et j'ai fait la deuxième année 15e. Et puis j'étais à tel point que ils m'ont nommé dans l'équipe type et 100 ans du club, le meilleur arrière droit. Je les ai remerciés d'ailleurs pour ça. Je pense pas que c'est sur les 2 années que j'avais fait, je pense pas que c'était une faveur qu'ils me faisaient parce que je pense que j'ai apporté ce que je devais apporter, ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire quelqu'un impliqué, professionnel, qui était capable s'il fallait régler des problèmes dans le club, j'étais capable de régler les problèmes et également. Et puis j'avais encore de beaux restes, donc 2 années là-bas. Et à la fin des 2 années, j'ai dit maintenant, on tire le rideau et je rentre. Et je suis rentré à Bordeaux. Ah oui, tu rentres à Bordeaux parce que tu aurais pu rentrer dans le Jura. Ou tu décides quand même de rentrer plutôt à Bordeaux. Oui, j'aurais pu rentrer dans le Jura, ouais. Non, je suis rentré à Bordeaux tout simplement parce que ma femme était de Bordeaux et puis parce que c'est ma ville. On reste pas 12 ans ou 15 ans dans une ville comme ça avec c'est pas neutre, quoi. C'est pas un passage. Voilà. T'habitais plus avec tes copains, hein, quand même. Pardon? T'habitais plus avec tes copains, quand même. Ah non, c'était fini. D'accord. Non, c'était terminé.
D'accord, alors Donc, voilà. on a pris beaucoup de ton temps. Là, on va passer à la deuxième, Oh non. vers la fin de l'épisode. C'est tout. On pose toujours des questions mitraillettes où là, il faut répondre à Oui, l'instinct. vas-y. Tu es prêt? Bien. Alors, C'est quel est l'attaquant qui t'a donné le plus de difficultés? Alors, le meilleur attaquant que j'ai rencontré, c'est Zlatko Vujovic. Il joue avec toi normalement. Ouais, c'est le meilleur joueur que j'ai rencontré. Ever, forever. Parce qu'il avait tout. Il allait vite, il était endurant, résistant, il avait toutes les qualités. Alors ça, et celui contre qui j'ai joué, c'était un Uruguayen qui jouait au Matra Racing, qui s'appelait pas Francescoli? Francescoli. Meilleur attaquant que j'ai rencontré. Enzo. Parce Et que t'as quand pourtant, même. j'en ai rencontré quelques-uns. Hein. Ouais, Ouais, Boniek, toute la clique, mais non, Francescoli, le plus fort de tous, et avec Zlatko Vujovic, parce que D'accord. heureusement, il joue avec moi. Alors, raconte-nous en 2 mots ton match contre Naples en 88 où tu es expulsé après 3 minutes. Bon Dieu. Alors là, tout simplement parce que à cette époque-là, les arbitres étaient autistes Ouf. et aveugles. Ils avaient les deux. Ça a été des 2 matchs d'une violence extrême. Ouais, il est un rouge un rouge pour Bordeaux Ouais. au match aller et Ouais, au match retour. D'une violence extrême. Et Naples n'avait de noble que Maradona. Ouais. Autour, Le reste, il y avait c'est bouché. 10 voyous. Bon, c'est une bande de voyous, j'allais dire. C'est vrai, Ah oui, c'est vrai. c'était 10 voyous. Et des voyous, quand je dis des voyous, je pèse mes mots. Des voyous. Match aller, ça a été une partie de manivelle invraisemblable. Et l'arbitre, pareil, tournait la tête. Bon, des fois, il a été obligé de sortir les cartons parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Mais ils ont été des tricheurs, des voleurs, tout. Ils ont été, mais ça a été incroyable. Et au match retour, celui avec qui je me suis frité, il m'avait dit, mais je t'attends au match retour. Et je lui ai dit, parce que il n'y a pas de problème, je serai là et tu peux compter sur moi. Parce que là, c'est des défis que j'aime bien et j'aime bien les relever. Et donc au match retour, dans le couloir qui mène au stade, une violence extrême, des coups de poing. Dans le couloir déjà. Et dans le couloir. Et l'arbitre tournait la tête et il faisait celui qui voyait pas. Et donc on rentre sur le terrain et ce match-là, celui qui jouait contre moi, comme il savait que j'étais très offensif, etc., que des tirages de maillot, coups de coude, enfin ça a été une tuerie. Et quand je dis tuerie, mais pas dans le bon sens, pas dans le sens noble. Parce qu'il y a un sens noble. Oui, si on peut imaginer un sens noble dans une tuerie, là il n'y a pas de sens noble. Et là, on commence le match, pareil, il me tire par le maillot, coup de poing derrière la tête, crache le visage, un truc incroyable. Et à un moment donné, je regarde l'arbitre, je récupère le ballon, j'enchaîne, je le donne, je regarde l'arbitre ne me regarde plus et je passe à côté de lui et je lui mets un coup de coude dans la tête et je fais comme si comme si tu courais. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et il n'y avait pas la barre, hein, il n'y avait pas tout ça. Hein. Tout le monde regarde, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde au sol, lui la tête, je lui avais explosé la tête et moi j'étais éraflé sur le côté, griffé, enfin bon, il y avait du sang, enfin voilà. Et donc l'arbitre il vient, il nous voit, il dit mais qu'est-ce qui s'est passé là? Et donc rien, enfin on se tient le visage chacun et il va voir le juge de touche de l'autre côté et le juge de touche il dit oui j'ai vu et il fait ça. Il fait c'est moi. Et là, il revient vers moi, il sort le rouge. Voilà. Et donc, j'ai joué, je sais plus combien, 2 minutes.
Ouais, 3 minutes. Et là, quand je suis rentré au vestiaire, I am pour l'Oslo Cowboy. Ouais, Ouais. c'est clair. Ouais. Là, j'ai compris quelle était la solitude du cowboy sur son cheval. Incroyable. Et après, dans le vestiaire, bon, on est éliminé, etc. Dans le vestiaire. Et Vous faites 0-0 quand même, en retour, je crois. Vous perdez 1-0 à l'aller, 0-0 au retour, il me semble. Et là, l'anecdote, quand je rentre dans le vestiaire, le président Bèze, il me fait demain 10h au bureau. Et là, bon, Là, tu flippes un peu? oui, tu commences à te poser des questions. Ouais. Et je rentre dans le lendemain, j'arrive dans son bureau, je toque, et il était assis comme ça au bureau, pas un mot. Il me regarde avec la moustache. Ouais. Il me fait un signe de la main pour me dire le montant de l'amende. Ouais. Alors, je vais prendre un autre chiffre pour qu'on rigole. Et il fait 5. Je lui fais 5 euros, 5 francs. Ouais, bien, bien. Avec un petit sourire, j'ose pas sourire. Il fait 50 francs. Et lui, toujours impassible. Ah ouais, d'accord, c'est toi qui montes en fait. Ok. 500 francs, Waouh. 5000 francs, Non. 50 000, de l'époque, hein, Ouais. 50 000 francs. Je fais comme ça. Et il me fait Ah oui. pas un mot. Ah ouais, d'accord. Waouh. Il a pas dit un mot pendant ça. Oh, c'est le juste prix, quoi. Exactement. Je suis ressorti et là, quand j'ai reçu ma feuille de paye de l'époque, j'ai vu la cuenta et il y avait Ah, il avait vraiment. D'accord. Donc il avait. Et donc, il n'y avait pas besoin de discussion. Et c'était pas important ce que tu disais. Parce que ce que tu avais à dire. Parce que là, c'était grave. Bon, ben voilà. Quelle était l'équipe que tu détestais affronter? Nantes. Ah, tu fais plaisir à Guillaume parce qu'il pose cette question à chaque fois en espérant à chaque fois qu'on lui réponde. Exactement. Bien sûr. C'était la plus belle. Alors, à cette période-là, hein, jusqu'aux années 80, après, il y a eu Marseille, parce que voilà, c'était une rivalité, mais je la détestais pas parce que c'était intéressant. Tandis que à Nantes, il y avait tout, quoi. Il y avait du monde. T'avais les meilleurs joueurs. Pour moi, t'avais les meilleurs attaquants avec Loïc Amis, avec Bruno Barankelli, avec Vahid Alilozic, qui était pour moi certainement Et puis après, derrière, hein, j'ai cité notre ami Thierry Tussaud, absolument extraordinaire joueur. T'avais Henri Michel. Je détestais jouer contre cette équipe. Et puis aussi parce que on a joué un match contre cette équipe à Marcel Sopin, où on joue sans gardien de but avec Alain Giresse comme gardien de but. Et on en a pris 6. Mais non seulement j'y reste comme gardien de but, mais goal volant en plus. Oui, mais et là, j'ai reproché quand même aux Nantais à 3-0, tu dois t'arrêter. Mais ils ont continué, et puis ils ont fait et 4, et dans la tribune, tout le monde disait et 4, et 4, et 5, et 5, et 5, et 6. On en a pris 6, je crois, là-bas. Ouais. Zéro bienveillance. Voilà. Zéro bienveillance. Ok. Voilà. Très bien. Parfait. Tu fais ma journée. Tu fais ma journée, Jean-Christophe. Merci. À toi, Michel. Alors, tu joues à l'époque tu en as parlé, hein, de tapis. Il y a toutes les histoires de corruption et notamment il y a une histoire entre Didier Sénac et Vercruis. Est-ce que toi, tu étais au courant de cette tentative? Alors, ça a ensuite été requalifié comme une grande plaisanterie. Mais est-ce que toi, tu t'en souviens de cette histoire qui a un peu été passée sous silence? Bien sûr que j'étais au courant. Mais c'était un grand classique. Ouais. Donc, de notre ami Bernard Tapie. Ouais. Donc, c'était pas surprenant. On le prenait à la rigolade parce que il pouvait
il pouvait poser la question à qui il voulait, mais on le prenait à la rigolade. Mais c'était un grand classique. Et quand tu dis que tu le prenais à la rigolade, c'est-à-dire que tu pensais qu'il rigolait ou tu pensais que si vous disiez oui, ça aurait été plus sérieux? Les deux réponses m'arrangent, on va dire. D'accord. Ok. Ouais, c'est vrai. Parce que, voilà, si ça avait été le contraire, c'est triste. Alors, je veux pas y penser, donc je le prends à la rigolade. D'accord. Et donc ça arrivait quand même assez souvent, on va dire. C'était pas unique. En tout cas, notre ami Bernard Tapie, il n'a pas fait que pour Bordeaux, il l'a fait pour tout le monde. Ouais. Et est-ce que toi, personnellement, tu as déjà reçu des demandes de ce type-là? Est-ce que j'ai le faciès à ça? Non, bah c'est marrant parce que on nous dit souvent ça, genre que les gens qui sont corrompus, qui ont été approchés, sont ceux qui étaient corruptibles. Donc toi, tu avais un faciès qui était antipathique. Je suis pas sûr, mais en tout cas, je suis pas sûr de ça du tout, parce que des fois on est étonné. Ouais. Moi, j'ai jamais été approché. Alors, il y avait deux options. C'est soit parce que j'avais le faciès de celui qui était pas corruptible avec mes moustaches et mon air dur, ou alors parce que j'étais pas suffisamment influent sur le match. Et donc, comme j'étais pas suffisamment influent sur le match, ça servait à rien qu'on essaye de me le demander. Et en plus, généralement, c'était toujours à des postes clés ou défenseur central parce que tu marquais Jean-Pierre Papin, ou parce que t'étais sur des postes clés, quoi, des postes qui pouvaient avoir une influence sur le jeu. Parce que, par exemple, pourquoi Didier? Parce que Didier, il pourrait faire un tacle dans la surface qui crée un penalty. Ouais, non, c'était ça. Pour les auditeurs qui sont pas au courant de l'histoire, voilà, je crois que Vercruy était allé approcher Didier Sénac en lui demandant de faire penalty sur Jean-Pierre Papin pendant le match, en échange de 200 000 francs. Et ensuite, ils ont dit non, c'était une blague. Voilà, donc c'est en tout cas, c'est ce qui avait été, je crois, rapporté par Le Monde ou dans un des procès-verbaux de l'époque. Enfin, après, on peut tout dire, ça peut être une blague, ça peut être la vérité, on ne saura jamais. On ne saura jamais. Et puis, en tout cas, souvent, on a mis la déculottée à Marseille, donc ça voulait dire que Didier, il n'avait pas accepté le deal, le principe du deal. Et sincèrement, je connais très bien Didier Sénac, je ne le vois pas lâcher un match. Ça n'existe pas. Non, mais en plus, lui, il a tout de suite dit, il a tout de suite raconté à Battiston, qui était capitaine, je crois. Alors voilà. Qu'est-ce qu'il a manqué, à ton avis, à Bordeaux pour gagner une Coupe d'Europe? Je pense qu'à un moment, alors, il y a eu deux poussées de fièvre. La première poussée où on fait en demi-finale contre la Juve, avec l'équipe qui était certainement une des plus belles équipes qui est eu dans cette génération de joueurs, donc la 84-85. Je pense que là, on mérite d'aller. Alors, le foot, le sport de haut niveau, c'est pas tu mérites, tu y vas, c'est pas ça. Et il y a un tas de choses. Il y a une part de chance, il y a une part d'opportunisme, il y a une part d'être téméraire au moment où il faut. Il y a d'être entreprenant au moment où il faut. On n'a peut-être pas été. Je pense surtout au match à l'aller. Et surtout, match à l'aller, pourquoi? Parce qu'on le perd là-bas, cette qualification, parce que je pense qu'on était meilleur que la Juve. On le perd là-bas tout simplement parce que René Girard a été blessé avant ce match. Et moi, j'avais été blessé aussi pendant ce match. Alors, je dis pas, attention, faut pas dire ce que je pense que tu avais une équipe où il y avait beaucoup d'automatismes et on faisait partie de ces automatismes. Et si tu sortais, là, dans le cas présent, deux joueurs de ces automatismes-là, ça pouvait te déstabiliser. Et je pense que Aimé, il a été, à un moment donné, il a réfléchi à changer sa composition d'équipe en fonction de l'état de forme de René Girard, qui avait une semaine d'entraînement, je crois, pour ce match-là, et moi qui avais une semaine ou 10 jours d'entraînement et qui n'a pas joué le début du match,
mais qui est rentré en cours de match. Ouais. Parce que Aimé s'est dit, il manque les automatismes. Et ces deux joueurs-là qui vont m'apporter les automatismes qui permettent à l'équipe d'être plus performante. Et donc, René, il a commencé, mais lui, il avait une semaine d'entraînement. Et moi, j'ai joué, je suis rentré à la fin de la première mi-temps, je crois, ou quelque chose comme ça. Et Aimé a changé tactiquement. Parce que à ce moment-là, tu n'avais pas de marquage sur Michel Platini. Bon, peut-être qu'en partie, on perd le match aussi là-dessus. Mais enfin, l'histoire, elle retient que le résultat. Hein. On va pas... on peut toujours dire, oui, si, ma grand-mère, oui, mais non, mais ma grand-mère, non. Ma grand-mère, c'est ma grand-mère et mon grand-père, c'est mon grand-père. Et là, dans le cas présent, il avait fait un choix qu'il a rectifié au retour. Et c'est pour ça qu'au retour, on les bouscule et on doit se qualifier au retour. Parce que si tu perds pas 3-0 là-bas, tu ne perds que 1-0, par exemple, Ouais. t'aurais pu, eh bien, au retour, on les renverse. Parce que je pense qu'on avait l'équipe la plus complémentaire, on avait une équipe plus complémentaire que la leur, qui était une belle équipe, hein, mais qui était faite sur des automatismes entre deux joueurs, Platoche et Boniek, et c'est tout. Et après, derrière, tu avais des joueurs, des bons footballeurs, hein, mais il suffisait de mettre sous l'éteignoir Platini, ce qu'il a fait au retour, puisqu'il a mis Gernot Rohr, sur lui. Et là, Platoche, on l'a pas vu, le match. Ouais. Voilà. Et donc, je pense que, mais ça, c'est que l'histoire, elle ne veut pas revenir en arrière, et je pense que c'est là où on aurait pu, et l'équipe de 86-87, sans Gigi, où on avait une équipe absolument avec Zlatko devant, qui est extraordinaire, et ben, je crois que Philippe Farjon aussi était là, et donc où on avait une équipe de feu de Dieu, une super équipe, et on doit se qualifier à Leipzig. Mais bon, encore une fois, c'est... Et par rapport à ce que tu disais, c'est que vous perdez 1-0 à domicile et vous arrivez quand même à gagner en RDA 1-0, ce qui était exceptionnel à l'époque. Oui. Vous perdez au penalty. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez 7 penalties, vous perdez au bout de 7 penalties. Et toi, l'ancien attaquant, tu n'en tires pas. Comment ça se fait? Tout simplement parce qu'on est sur la deuxième série et il reste de mémoire Philippe Farjon. Farjon ne veut pas le tirer. Ouais. Zlatko Vujovic, Zoran Vujovic et moi. Et moi, je suis avec eux et je dis à Zlatko, je dis Zlatko, t'as un penalty à tirer là. Toi, t'es avant-centre de l'équipe de Yougoslavie, avant-centre de l'équipe de Yougoslavie, et tu viens me dire que tu veux pas aller tirer le penalty et tu veux que ce soit ou Zoran ou moi qu'allons tirer le penalty. Et Zlatko, la tête basse, il dit non, je peux pas tirer le penalty. Et Philippe, je sais pas comment est-ce que ça s'est passé, il décide de pas tirer le penalty. Il aurait dû, à mon sens, il aurait dû le tirer parce que, mais je comprends plus pour Philippe que pour Zlatko, parce que Philippe, c'est un joueur d'instinct. C'est un instinctif, c'est-à-dire, et pour lui, un penalty, c'est presque mission impossible. Parce que un penalty, c'est quand même autre chose. Ouais, surtout une séance de penalty, ouais. Ben oui. Et Zlatko, avant-centre de l'équipe de Yougoslavie, tu vas pas tirer le penalty, toi? Et je lui ai dit comme ça, hein. Je lui ai dit, mais tu laisses Zoran ou moi aller tirer le penalty? Et là, il parle en yougoslave à Zoran, et Zoran, il va tirer le penalty. Et Zoran, quand il va tirer le penalty, je vois comme 1 et 1 font 2, que tu vas le manquer. Presque mieux fait d'y aller le tirer à sa place. Ouais, il a mal. Et surtout moi qui ai horreur de tirer les penaltys parce que c'est quand même un exercice très particulier. Et Zoran, il va tirer le penalty, il tire petit bras. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Enfin bon. Et donc c'est les deux moments, cette épopée des Girondins, qui sont les deux points clés
qui sont les 2 moments clés où on peut faire 2 finales de Coupe d'Europe. Et on doit les faire. Alors, il y en a une qui se finit mal avec les Anglais qui tuent tout le monde. Enfin, c'est un truc incroyable. Wesel. Et puis Leipzig, à tel point que je me souviens même pas contre qui ils avaient joué en finale. Mais Barcelone. Peut-être. Bilbao, je sais plus. Je me souviens plus. Je crois que c'était une équipe espagnole, effectivement. Ouais. Finalement, rétrospectivement, effectivement, cette finale, et t'es pas le premier à le dire, cette finale au Ezel, il y a plus d'un bar de Bordelais qui disait, bon, finalement, c'était pas plus mal de pas aller la jouer. Hein. C'est clair. Et alors, on n'a pas fait exprès, mais parce qu'on n'avait pas la boule du médium, mais on sait qu'on peut pas refaire les choses. Mais en tout cas, on avait une équipe qui était complémentaire, avec des joueurs d'expérience et avec des quelques un peu plus jeunes, mais des joueurs qui arrivaient à maturité au bon moment ensemble. Et je pense que là, tu dois aller en finale, comme tu dois aller en finale contre Barcelone, enfin la deuxième finale, 3 ans ou 2 ans après, qui étaient les 2 meilleures équipes. Ouais. Voilà. Alors, tu as eu une carrière d'agent. Tu as eu une carrière d'agent après après ta carrière de joueur. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir pris Valbuena, parce qu'il en parle dans son livre, qu'il avait essayé de te contacter pour que tu sois son agent et que tu n'avais pas répondu à ses avances? D'accord. Ça, je peux dire. J'ai rencontré son père chez lui. Parce que Valbuena, moi, je travaillais avec un agent officiel, j'étais collaborateur, hein, comme j'ai toujours été, un agent officiel qui s'appelait Teni Yerima, qui était un agent camerounais. On avait Jean Makoun, Peter Odemwingie, Modeste Mbani, enfin bon, beaucoup de joueurs africains, puis Ludovic Obraniak, enfin bon. Et à cette époque-là, bien sûr, j'allais voir Bordeaux. Ouais. Et j'ai vu le petit Valbuena. J'ai été le voir jouer 20 fois. Je le connaissais comme si je l'avais fait. Ouais, par cœur. Et bien sûr. Et puis, quand j'apprends, le club avait, je crois, pas décidé de lui proposer un contrat professionnel. Exactement. Ouais. Et qu'il était un peu comme un orphelin, par le biais d'un de mes amis qui connaissait le papa, j'ai dit, fais-moi rencontrer le papa. Et on organise un rendez-vous et je rencontre le papa chez lui. Je discute avec le papa, qui est portugais, je pense, d'origine, adorable, quelqu'un de très bien, et puis qui me dit, écoutez, si vous pouvez faire quelque chose pour nous, ce serait fantastique. Je dis, écoutez, laissez-moi regarder. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec, par exemple, avec Auxerre, il y avait Jean Fernandez, etc. Enfin, bon, je vais regarder, je pense qu'il y a possibilité peut-être de faire quelque chose. Le joueur, il a été proposé partout. Et tout le monde a dit la même chose qui n'a aucun sens. Mais tu viens nous proposer un joueur qui fait 1m60. Est-ce que toi, tu penses qu'un joueur comme ça, compte tenu des nouveaux critères physique, de la Fédération française de football, qui veulent maintenant des joueurs qui font 1m90, 100 kilos, 1 mètre de détente verticale. Qui sont tous à tendance défensive. Oui. Est-ce que tu penses que tu peux faire... On m'a répondu ça dans tous les clubs où il a été proposé. Tous, sans exception. Wow. À tel point qu'il est parti jouer à Langon. De Langon, il est allé à Libourne. Ouais, puis ensuite, si je me souviens bien. Et de Libourne, il va signer à Marseille parce qu'il avait certainement, à cette époque, quelqu'un qui était très proche du directeur sportif de l'époque là-bas. Et puis, ils se sont dit, bon, on l'a vu jouer, de toute façon, ça mange pas de pain, on peut le prendre et on verra. C'est comme ça. Et moi, j'ai jamais, effectivement, suite à cette... j'ai pas osé appeler le papa pour lui dire, écoutez,
j'ai honte, mais je peux pas trouver de solution pour votre fils. Parce que tout le monde me répond la même chose. Et je me suis imaginé à la place du papa, quand on vient de vous dire pour votre fils, et tu fais tout juste 1m60, parce qu'il doit faire 1m60. Ouais. Et moi, je suis mal placé parce que j'ai joué avec Alain Giresse. Alain Giresse, c'est pas un géant. Ouais, c'est Non, sûr. mais j'ai joué avec Fernando Chalana. Fernando Chalana, c'est pas un géant. Avec Antoine Martinez, c'est pas un géant. Mm-hmm. Et il y en avait une multitude de joueurs comme ça. Et donc, j'ai baissé la tête et j'ai pas osé appeler le papa pour lui dire je peux rien faire. J'ai parlé avec des entraîneurs, hein, et des entraîneurs avec qui j'ai joué. Je vais pas les citer, mais avec qui j'ai joué. J'ai dit, mais purée, prends-le joueur. C'est zéro. C'est zéro risque, en indemnité de formation. Il y a pas de risque, ouais. Tu prends un joueur, ah ben non. Ouais, mais tu comprends, c'est vrai, tu as raison. Mais la fédération, elle met l'accent sur le centre de Préfaux qui est à Clairefontaine, mettre l'accent sur des joueurs. D'ailleurs, il y a eu un problème après plus tard avec Laurent Blanc, soi-disant que après il y a eu des problèmes de couleur, etc. Mais c'était dans la lignée, c'est-à-dire on programme des joueurs qu'on prend à 12 ans ou 13 ans, qui est l'âge de la préformation, et puis on les amène à 16 ans ou 17 ans, comme ça, avec des 1m90, ouais. Et puis, c'est comment ça s'est passé. Donc, tu me poses la question, c'est vrai, mais je le dis et c'est la vérité. Parfois, je me dis, Jean-Christophe, mais je me mets une gifle, tu aurais dû... mais des fois, c'est comme ça. Au final, ça peut-être, si tu avais été direct avec son papa, peut-être qu'il aurait arrêté sa carrière. Donc au final, c'est peut-être un mal pour un bien. Peut-être pas bien pour toi en tant qu'agent, mais en tout cas, lui, pour sa carrière, c'est peut-être tout s'est goupillé comme ça aurait dû se goupiller. Oui. Et la preuve en est, il part comme un orphelin à Langon. Langon, c'est-à-dire Langon, c'est 40 kilomètres de Bordeaux. C'est un club, je sais pas en quoi ils étaient, hein, même en division d'honneur. Ouais, il nous avait expliqué. Donc, je crois qu'ils étaient en CFA2, ouais. En CFA2. Donc le joueur part en CFA2 et après va à Libourne. Où Libourne, il y avait beaucoup d'anciens joueurs bordelais qui allaient jouer là-bas. Voilà. Mais ça fait partie. J'en ai raté d'autres, mais où c'était moins tragique, parce que là, pour moi, c'était une tragédie du système du football français à cette époque. Alors que les Alain Giresse avaient cassé les codes, et il y en a plein qui ont cassé les codes. Puisque Jean Tigana, lui, a cassé les codes aussi, parce que à cette époque-là, on imaginait il faut prendre des milieux axes costauds, puissants, ça. Jean Tigana, c'était tout le contraire. C'était une crevette, comme ça. Par contre, infatigable. Il avait un nombre incalculable de qualités fortes, dont l'endurance, la résistance, la vision du jeu, le mental, la persévérance, le joueur de haut niveau. Il avait tout. Et j'ai raté le coche pour Valbuena. Et si je le rencontrais, je lui expliquerais, et il pourrait penser, mais ça, c'est... oui. Je lui enverrai le lien, on l'a eu sur le podcast, hein. Je lui enverrai le lien de cet épisode, t'inquiète pas, ce sera... Bien sûr, et qu'il voie avec son papa, et il verra avec son papa que oui, c'est vrai, j'ai rencontré son papa. Pour ça. Je me souviens encore de la maison, et je me souviens encore de son papa. Mais bon. Ce sera transmis. Merci d'avoir corrigé corrigé le record, comme disent les Américains. Ouais. Quel est le plus gros boucher que tu as vu sur un terrain? Roland Courbis. Roland Courbis. D'accord. Parce qu'il y en avait quand même pas mal à ton époque. Il y a eu Roland Courbis, il y a eu Carlos Moser. Moser, c'est le pire. Voilà.
Mais Et donc, tu penses que Courbis était pire que Moser? ah oui, Courbis était dangereux. Oui. D'accord. Quel est le public le plus chaud que tu as rencontré, un public particulièrement hostile? Le plus beau public, c'est Lens. Ouais. Pour moi, qui est le plus beau, et je pense pour toujours, car il le prouve encore là maintenant, le public qui m'a fait le plus mal au cœur, où j'ai dit on est vraiment tombé bas, malgré que ce soit un très beau public, c'est le public de Marseille, du Vélodrome, tout simplement parce que on joue avec Bordeaux contre Marseille à Marseille, Joseph-Antoine Bell dans les buts, et Joseph-Antoine Bell qui était le gardien de Marseille l'année d'avant. Il avait joué dans les deux équipes, ouais. Et il est dans les buts de l'équipe de Bordeaux à Marseille, et le public lui a lancé 1 tonne de bananes sur la tête. 1 tonne de bananes. C'est dégueulasse. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, on est tombé vraiment bas. Ouais. Voilà. Pour répondre à ta question, le plus beau public, c'est Lens, pour moi. Et d'accord. Le plus grand joueur que tu as vu sur un terrain? Le plus grand, Jean Tigana. Jean Tigana? Je pense que c'est sûrement le plus sous-estimé. Je pense qu'il n'a pas la reconnaissance. Alors, je pense qu'il s'en fout, lui. Mais il n'a vraiment pas la reconnaissance qu'il devrait avoir. C'est l'Euro 84, tout le monde parle de Platini. Effectivement, il a mis plein de buts. Mais Tigana a été exceptionnel sur toute la compétition. C'est le même parallèle que les Olympiques avec leurs médailles et Jean Tigana avec son histoire. Ouais. Vous regardez Jean Tigana et des joueurs, encore une fois, j'en ai vu beaucoup, mais lui, il avait tout pour le haut niveau. Et il avait surtout une qualité forte qui est pour moi primordiale pour le haut niveau, c'est cette persévérance de l'effort sur la distance, c'est-à-dire sur la durée de carrière. C'est-à-dire que lui, c'est pas le joueur qui faisait un match bon et le match d'après, tu ne pouvais pas compter sur lui et puis tout d'un coup, il redevenait... Non, c'est tous les entraînements, tous les matchs à fond et haut niveau. Et ça n'existe pas. C'est rarissime. Ouais, une telle régularité, ouais. Et je pense que lui, il a été, pour moi, un modèle. Parce que c'est un modèle. Et mental, j'ai rarement vu un joueur avec un mental comme ça. Parce que il avait, lui, quand il est arrivé, et là, on va parler peut-être, alors bon, après, on va arrêter parce qu'autrement, on va y passer la nuit. Moi, j'ai le temps, hein. Oui. Jean Tigana, quand il est arrivé, début des années 80, fin des années 70, encore peu de joueurs de couleur à cette époque-là. Peu. Et lui, porte-drapeau, on va dire, d'une certaine catégorie de joueurs, c'est-à-dire des joueurs qui venaient d'Afrique, de couleur, francophones, et dont les parents avaient migré. Et donc, cette France que maintenant qu'on connaît mieux, mais que à cette époque-là, lui, il était le porte-drapeau. Et donc, pour ça, pour tout ce qu'il a vécu, pour les montagnes qu'il a renversées, la méchanceté de certaines personnes vis-à-vis de cette frange, eh bien, je trouve qu'il a rajouté à toutes les qualités fortes qu'il avait de joueur, il a rajouté de l'humanité. Et il a cette humanité que peu de gens ont, tout simplement. Voilà. C'est un bel hommage. Très bel hommage. Quelle est ta plus grande fierté quand tu te retournes sur ta carrière? On vient tous un peu de nulle part, hein, mais moi je dis pas que j'étais programmé pour ça parce que c'est pas vrai.
malgré que mon père ait bataillé pour que j'aille faire autre chose. Mais je pense que ma carrière, c'est quand j'ai dit tout à l'heure, well done, bien joué, gars. Ce que tu as fait, c'est bien. Parce que si on fait le décompte, je regarde mon palmarès, il y a que moi qui le regarde, qui me dit putain, vraiment, t'as quand même déchiré, quoi. T'as quand même fait des choses, c'est super. T'aurais pu faire mieux, probablement, parce que je vois, j'ai été 3 fois vice-champion suisse et 3 fois vice-champion en France. J'aurais peut-être pu gagner plus. J'aurais peut-être plus joué, peut-être plus en équipe nationale. Mais je suis vraiment heureux de ce que j'ai fait et ce que j'ai fait, on peut pas me l'enlever. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu lors de ta carrière? Conseil, je sais pas si c'est le conseil. Je vais dire la chose qui m'a le plus marqué, c'est quand le boulanger de Saint-Genis-Pouilly, il venait me chercher avec sa voiture et il faisait 3 fois par semaine le détour pour venir me chercher et me ramener en sachant que lui, il était boulanger et il se levait à 2h30 du matin pour faire le pain. Mais malgré ça, chaque fois que je montais dans sa 2 chevaux break, il avait un sourire jusque-là parce que il était heureux de me voir, heureux de pouvoir partager un moment ensemble. Et quand je suis parti, j'ai été signé aux Servettes de Genève. C'est grâce à lui. Je suis retourné le voir et je suis retourné le voir jusqu'à sa mort. Parce que quelque part vis-à-vis de lui, j'avais une dette, je sais pas si c'est le mot, mais je lui devais quelque chose. Et je pense qu'on a tendance souvent, que l'on ait fait des choses extraordinaires ou pas, ça n'a pas d'importance, mais il y a des gens importants dans sa vie qui comptent. Et lui, André, il s'appelait, il a toujours été là, il a été et il m'a toujours encouragé et des fois je prenais un peu à la rigolade ce qu'il disait, mais parce que j'étais jeune. Avec le temps, je pense que tu dois voir ça différemment maintenant. Voilà, je repense à lui et c'est pour ça que j'y suis toujours retourné. Chaque fois que je suis remonté dans le Jura, j'ai été à la boulangerie et je demandais est-ce que André est là? Oui, il est en train de faire le pain, etc. Est-ce que tu veux qu'on l'appelle? Oui, ben, vous pouvez l'appeler. Il venait et il était presque intimidé par ce que j'avais fait, alors que moi j'étais juste un enfant du pays, du pays, mais un enfant qui était né de sa gentillesse, parce que les footballeurs professionnels, les sportifs professionnels ou des fois d'autres, hein, peut-être toi aussi dans ta vie, il y a quelqu'un qui a compté et c'est sa gentillesse qui a compté, plus que les conseils qu'on peut donner. Parce que les conseils, des fois, on les entend et puis ça s'en va. Mais le cœur, il te donne, il vient te chercher, il te ramène chez toi. Il me ramenait après les entraînements, il prenait ça et on parlait des entraînements qu'on avait fait. Des gens gentils, des gens qui représentent le monde amateur. La générosité gratuite. Oui, pas de calcul. Et il me demandait pas d'argent. Déjà, j'avais pas d'argent, mais après, j'en avais. Et j'aurais pu s'il m'avait demandé, mais c'est pas ça. Il me demandait même pas, il avait pas besoin. Il vivait simplement, il a élevé ses enfants, et moi, je faisais un peu partie de la famille. Et quelque part, je dis pas que il a remplacé mon père, mais c'est différent, un militaire, bien sûr. Militaire. Donc, je pense qu'il a compté beaucoup pour moi. Oui. Et quand il est mort, j'avais un petit pince. Il y avait qu'une part de moi qui était partie. Est-ce que avant les grands matchs ou avant les milestones, je sais pas comment tu dis, avec les points repères de ta carrière, je sais pas, la première sélection,
Tu pensais à lui avant les matchs? Non, non, non. Non, non, des fois, c'était dans la vie de tous les jours, euh, où des fois, on a besoin d'avoir un repère dans la tête. Ouais. Et attends, qu'est-ce que tu fais là? Pense à. Et je repensais, mais tu sais, c'est des flashs, Ouais, bien sûr. mais des flashs qui viennent de quelque chose que tu n'aurais pas dû faire, que tu as fait. Et attends, tu te souviens qui est venu te chercher? Est-ce que tu te souviens de ça? Pense-y quand. Donc là, tac. Donc il y a quelqu'un qui te met dans la tête, Ouais, ça te qui te recadre. met une gifle et qui te dit, voilà, qui te recadre. Et qui te dit, attends, pense à tout ça. À un moment donné, tu as quelqu'un qui est venu et qui a cru en toi. Alors, au-delà de croire en toi, qui était la gentillesse personnifiée et qui vient et qui t'a tendu la main et t'a dit, viens, monte et prends une chocolatine ou un pain au raisin derrière. Le coffre. J'ouvrais la porte, je prenais et puis je me m'asseyais à côté de lui. Je mettais pas la ceinture parce qu'il n'y avait pas de ceinture à cette époque-là. Ouais, c'était pas l'époque. Hein. Ben oui. Et je mangeais et c'était presque un dieu parce que il venait me chercher, me ramener. Enfin, c'était un autre temps, on va dire. Ouais. Ah, c'est un bel hommage. Quel est l'héritage? Alors, c'est une question difficile, hein, mais qu'on pose à tous nos invités. Quel est l'héritage que tu laisses au foot? Alors là, l'héritage que je laisse au foot. Alors là, je ne saurais pas quoi te dire. Est-ce que je laisse un héritage? Alors, il faut que je réfléchisse par rapport à ta question. Est-ce que je laisse un héritage? Ça veut dire quelque chose que j'aurais gagné ou que j'aurais peut-être et que je transmettrais au monde. Par exemple. Non, je suis pas, je peux pas, j'ai pas de réponse. En tout cas, cette question-là, elle mérite une réflexion. Et là, je suis incapable de te donner alors, la réponse. je vais poser une question plus simple. La plus grosse baston à laquelle tu as participé ou assisté lors de ta carrière? Baston, non. Ça peut être dans les couloirs, ça peut être dans le tunnel, ça peut être sur le terrain. Oui, il y a eu à Bordeaux, il y a eu une baston terrible, qui était un match contre Lens, justement, avec Pantelic. Ouais. Ah oui, avec le juge de touche. Ouais. Qui c'était pas le juge de touche. Hein. Mais, soi-disant, c'était le juge de touche. Et donc, ça a été une baston, mais un truc terrible. Ça, mais autrement, j'ai pas assisté véritablement à des échauffourées, oui, comme là, par exemple, Naples, voilà. Ouais. D'accord, oui, ça c'est arrivé plusieurs fois. En plus, bon, j'étais plutôt toujours en première loge quand ça commençait à taper, mais non, je n'ai pas de mémoire, j'ai pas assisté à une baston plus dure que l'une que l'autre. Non. D'accord. Si tu devais choisir le look que tu as préféré lors de ta carrière, est-ce que c'est la période cheveux longs, la période coupe à la brosse, la période coupe au bol, petite lunette, c'est la période moustache, c'est quoi la période où j'étais au Paris FC. Ah ouais. Là, ça déchire. Là, c'est fort. là, c'était fort. Là, c'était. Je sais pas si tu as une photo. Attends, je vais essayer de trouver là parce que Paris FC, c'est la période où tu as les cheveux hyper longs, coupe à la brosse, c'est ça? Ah oui. Ben, je pense que c'est la photo qu'il y a sur Wikipédia avec tu mets mon nom Wikipédia et il doit y avoir. Oui, alors d'accord. Donc là, tu as les cheveux raides et voilà. longs, un peu Led Zepp. Ouais, je les ai eu plus longs. Hein. Voilà. Je les ai eu beaucoup plus longs, hein, mais c'était cette période-là. Ouais. Ah, c'est marrant. Donc, tu as joué près de 490 fois avec les Girondins. En championnat, oui. En championnat. Quel est ton meilleur souvenir? C'est l'ensemble. J'ai pas un souvenir. Tu vois, je vais dire,
et on va terminer là-dessus. On dit souvent, on parle des mercenaires. Ouais. Et mercenaire, ça a une connotation négative. Hein. Ouais. On dit putain, mercenaire, c'est zéro un mercenaire. Mais enfin, c'est zéro, c'est triste d'être mercenaire. Il y a beaucoup de joueurs qui parlent de leur club, soi-disant de leur club. C'est mon club d'amour, j'aime ce club, c'est mon club, c'est ci, c'est ça. Moi, je le vois pas comme ça. Je pense que j'ai été un mercenaire dans le. Oui, toi aussi, Ouais, je suis surpris. Oui. Je pense que j'ai été un mercenaire, mais un vrai mercenaire. C'est-à-dire celui à qui on confie une mission et qui remplit sa mission. À la Yul Brynner dans le film Les 7 mercenaires. Voilà. C'est-à-dire, on te paye, tu es là, une fois que tu as dit « j'accepte », le deal est fait. Et tu peux compter sur moi, je serai là. Et je pense que c'est... J'aime beaucoup Bordeaux. Hein. Ça reste ton club de cœur quand même, rassure-moi. Oui, enfin, ça reste le club avec qui j'ai joué le plus longtemps. Et si j'ai joué le plus longtemps, ça a quand même une signification. Ouais. Ça veut dire que je m'y sentais bien, j'étais respecté, on était respectable, on a eu des résultats, les dirigeants correspondaient parfaitement bien à ce que j'imagine que doit être un dirigeant d'une grosse entreprise, parce que c'était une grosse entreprise, je pense à Claude Bèze, et ça me parle. Et j'ai été heureux d'être un mercenaire de Claude Bèze, de Didier Kouékou, dans une période donnée de la vie du club, et je suis heureux d'avoir rempli ma mission. J'ai été payé pour, je l'ai accepté, j'aurais pu partir sans problème. Je n'ai jamais voulu partir parce que dans ce club-là, le président du club respectait ses employés et respectait les gens qui l'embauchaient. Je ne sais pas si tu comprends. Maintenant. Si, je comprends parfaitement. Ouais. C'est une vision très utilitariste. Voilà. Et tous ceux qui viennent et qui disent « c'est leur choix, c'est mon club de cœur, j'aurais dû si, je monte le… » Je comprends, ça existe. Ouais. Comme des gens comme moi, ça existe aussi. Sauf que moi, je suis resté à Bordeaux. Je suis pas parti dans un autre club. J'arrivais de Suisse. J'étais au Paris Football Club. Je suis venu à Bordeaux. On fait un constat. On peut plus travailler ensemble. Comme je t'ai expliqué. Ouais. Je m'en vais. Merci. Au revoir. À bientôt. Et je vais ailleurs. Et ailleurs, tout le monde a dit, quel professionnel, super, j'ai été payé pour ça. Ouais. Je suis un professionnel. C'est-à-dire, tu me payes pour faire… C'est plutôt que mercenaire, je dirais, c'est plutôt un professionnel. Oui, alors, oui, parce que mercenaire, tout le monde va dire, oui, tout le monde dit, mais je suis un pro. Je suis payé pour. Ouais. Et je vais pas rajouter que j'aime ou que j'aime pas, parce que un pro qui, par exemple, Yul Brynner ou dans le les 7 mercenaires, le film que tu as parlé, que tu aimes ou que tu n'aimes pas les gens que tu défends, ça n'a rien à voir. C'est t'as une mission après. Les crapules, tu vas pas les défendre. Parce que effectivement, le mercenaire, on peut imaginer que même si tu es une crapule, il te défend. Le mercenaire. Moi, c'est pas ça. Si tu es une crapule, je te défends pas. Je travaille pas pour toi. Ouais. Si tu es une crapule. C'est un sens que je dis. Ouais, non, je comprends. Voilà. Donc, tout simplement, point. Et on terminera là-dessus. J'espère que j'ai répondu à tout. Tu as très bien répondu. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Tu as passé beaucoup de temps avec nous. Je ne sais pas si tu pensais que tu allais passer autant de temps. On a passé 3h30, plus de 3h30. En tout cas, pour moi, c'est passé très, très vite. J'espère que tu as passé un bon moment. Très bon moment.
Merci à Patrice Garande qui nous a mis en contact. Ah, c'est Patrice. Ouais. Patrice, ouais, merci Patrice. Est-ce que par hasard, tu es encore toi en contact avec Thierry Tussaud? On aimerait bien l'avoir parce il représente cette professionnalisation du FC Nantes où il décide d'arrêter de se laisser manipuler par le patronat du FC Nantes et de monnayer ses talents, un peu comme ce que tu dis, pour être un professionnel et pour aller là où il mérite, enfin pour être payé ce qu'il mérite d'être payé. Mais bien sûr, parce que ces gens-là, je parle pas de Thierry Tussaud, là, bien sûr, hein, je parle de ces gens-là, c'est-à-dire les anciens dirigeants qui étaient en place, tout à fait normalement, ils jouaient sur la corde sensible. Ouais, exactement. Du club. Exactement. C'était paternaliste. Et nous, on est des pauvres paysans, comme faisait Giroud à Auxerre, où il a exploité les joueurs. Mais merci de le dire, parce que moi, à chaque fois que j'entends des anecdotes de joueurs qui disaient qu'ils se faisaient manipuler par Giroud, tout le monde dit « Oh, quel filou, il était malin ». Mais non, c'était un manipulateur. Non, je suis d'accord, mais à 1000% avec toi sur Giroud. Giroud, il a manipulé des générations de joueurs en jouant sur leur jeunesse et sur leur innocence. Oui, mais ça n'enlève rien aux qualités au nez qu'il avait et à tout ce qu'il a apporté au football. On ne parle pas de ça. Ouais. On parle à un moment donné, quelqu'un qui symbolise bien l'ancien système, c'est-à-dire des gens qui sont rentrés dans les clubs amateurs, qui se sont, par la ruse, se sont imposés et ont compris que eux, ils avaient un intérêt à retirer de tout ça. Et donc, ils sont venus là, ils se sont accoquinés avec d'autres personnes. Je ne parle pas de Hamel, hein, parce que Hamel, j'ai beaucoup de respect pour lui et Hamel, c'était quelqu'un, malheureusement, c'était quelqu'un, il est mort de très, très, très bien, de humain. Mais ces gens-là, cette génération-là, eh bien, il a fallu la combattre. Et Thierry Tussaud, quand il est à Nantes, c'est effectivement, et il le dira lui-même, peut-être avec des mots différents des miens, mais qui voudra dire exactement la même chose, que on te fait croire. L'amour du maillot, mais derrière, on paye quelqu'un qui n'a pas été formé au FC Nantes 10 fois plus cher. Et on te dit à toi, on passe derrière toi, on dit bien joué, ça fait 10 ans que tu es là, super. À la fin, ces gens-là, ils te disent quoi? Tu avances plus parce que t'es pour des raisons X ou Y, parce que tu as atteint la limite d'âge et tout. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Merci pour ton amour du maillot. Exactement. La porte, elle est là. Ouais. Exactement. Mais là, je fais partie de ceux qui se sont battus contre ces gens. C'est pour ça que Claude Bèze, je vais te citer une anecdote. C'est toute simple. Claude Bèze, qui était un symbole. Pour moi, un symbole. Un symbole c'est pas Dieu, un symbole de la compréhension qu'on est dans un système professionnel où on travaille tous pour faire bonifier un club, et c'est normal que tout le monde soit payé. Je suis j'arrive en fin de contrat avec 86. Je discute avec lui. On tombe d'accord financièrement. C'est un exemple. 10 euros. Et il me serre la main, il me dit pas de problème. Donc on discute des détails, les primes, les machins, voilà. Un an après, il y a un club français qui me fait un forcing terrible. Un club du sud-est de la France? Voilà. Qui me fait un forcing pour que je vienne. Il entend parler de ça. Je le rencontre au Hayan. Président, faut que je vous dise, c'est pas mon style du tout. Mais là, il me dit, je sais. Comme ça, il me dit, combien? Au but. Ouais. Combien? Je lui dis,
Il me donne 20. Tu les as. Voilà. Serrer la main. Pendant 2 mois, j'ai été payé sans avoir signé de contrat. Ouais. Le contrat, enfin, j'étais sur l'ancien contrat, mais il a rectifié le tir. Ouais, donc le double de ce que tu avais négocié l'année d'avant. Ouais. Et il m'a dit, c'est fait. Et là, tous les autres autour, le secrétaire général qui vient et qui me dit, putain, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Ah, j'ai rien fait du tout. Il savait, j'étais juste le voir pour lui dire, voilà, c'est difficile quand on t'appelle et là, à cette époque-là, tu n'avais pas forcément les téléphones portables comme c'est maintenant. Hein, attention. Hein. Donc, combien, il a dit. Combien tu veux? Pas tu veux. Combien? Ouais. Et t'es un homme de peu de mots. Hein. Droit dans les yeux. Et puis la moustache comme ça. Et il me propose, c'est ça. Tu l'as. Ah. Et il s'est levé comme ça. Il a fait le tour du bureau. Il est venu m'asserrer la main. Il m'a dit, on fait la route ensemble. Terminé. Après, les autres, je ne serais pas parti, hein, parce que j'avais signé un contrat et je tiens le... Ouais. Non, mais il voulait que ces joueurs soient heureux. Les joueurs qui... Alors, je pense qu'il savait que les joueurs qui véhiculaient une certaine idée du professionnalisme soient chez lui plutôt que chez les autres. Parce que c'est ça. Là. Parce que, bien sûr, dans le monde du football, l'agent, moi, ça fait 20 ans que j'y suis. Je sais parfaitement bien comment ça fonctionne. Tu dis, ben non, mais je viens couiner et je viens... Non, gars, tu viens, tu batailles, on bataille. Quand il faut batailler pour signer un contrat, une fois que tu as signé ton contrat, terminé. C'est fini. Et tu l'assumes. Après, tu peux venir dire, comme moi j'ai fait, président, 1 an et demi après. Vraiment, il savait ce que je faisais sur le terrain, mon investissement pro, toujours, tu pouvais compter dessus. Tu ratais peu de matchs. J'ai jamais blessé. J'ai été blessé une année, je crois que c'est 83, 84. Où tu rates la moitié du championnat, mais c'est tout. Oui, j'ai fait une vingtaine de matchs. Tout simplement, je me suis blessé au mollet. Mais autrement, j'étais jamais blessé. Jamais. Tu pouvais aimer quand il faisait sa composition d'équipe. Bon, à droite, voilà. Et ça vaut de l'or pour un entraîneur. Bien sûr. Il n'y avait pas que ça. Hein, parce qu'il y avait le mec qui tient la route. Et puis quand tu mets Léonard Spech, c'est pareil. Tu mets Baptiste, c'est pareil. Tu mets Thierry Tussaud ou Zoran. Après, il y a eu Lisa, mais bon, Lisa était au début. Tu mets René Girard, c'est pareil. Jean Tigana, n'en parlons pas. Ouais. Tu mets Gigi, qui était un peu plus professionnel que lui, tu meurs. Puis après, tu avais Bernard Lacombe, n'en parlons même pas. Donc, tu sais que tu avais des joueurs sur qui tu pouvais compter qui étaient professionnels, dans le bon sens du terme. Alors moi, j'ai dit mercenaire, je reconnais que c'est peut-être pas le terme, et le bon terme, c'est professionnel. Professionnel, ouais. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, merci beaucoup. Allez, merci, à bientôt. Ouais, ciao. C'est la fin de ce 2e épisode avec The Look, Jean-Christophe Touvenel. On espère que vous avez adoré cet épisode comme nous, avec celui qui se fait assez rare dans les médias. Donc c'est vraiment un très très grand honneur d'avoir eu Jean-Christophe Touvenel. On remercie encore une fois Patrice Garande de nous avoir mis en contact. Le podcast des légendes est une production du podcast du sport LLC, produit par Michel Wertenschlag et animé par Michel Wertenschlag et Guillaume Bonamy. La musique du générique, c'est les Tartan Rascals avec Looking at You. Si ce podcast vous plaît, ce qu'on espère très sincèrement, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. C'est le moyen le plus efficace pour continuer à aider le podcast des légendes à grandir et pour que nous puissions continuer à vous proposer
du contenu de très grande qualité. N'hésitez pas aussi à laisser une évaluation 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou même sur notre site web. La plus belle d'entre elles sera lue à l'antenne par l'un d'entre nous dans un prochain épisode. Alors si vous voulez entendre votre message diffusé sur le podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, avec plus de 30 000 fans, comme vous, qui parlent avec plaisir de foot nostalgie. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube et bien entendu sur notre site web www.lepodcastdeslégendes.com où vous pouvez retrouver tous nos épisodes, une centaine, ainsi que des articles, dont ceux de Johan Sonek. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre newsletter qui vous donnera en avant-première le nom de nos futurs invités, ou vous pouvez aussi aller sur notre Substack, on vient de le lancer. L'adresse est substack.lepodcastdeslégendes.com ou allez sur notre site web où vous aurez un lien direct pour y aller. Si vous voulez des scoops, des articles un peu fouillés, eh bien inscrivez-vous sur la newsletter ou sur le Substack ou allez directement sur notre site web, vous verrez, c'est très facile de s'inscrire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes. On se retrouve la semaine prochaine.